Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. 25e jour de conflit armé au Soudan et toujours pas d'amélioration de la situation. Si des pourparlers sont toujours en cours à Djeddah, sur le terrain, la situation humanitaire s'aggrave. Près de 30 000 Soudanais ont fui vers le Tchad voisin. Seulement, le pays a besoin d'aide pour accueillir correctement ces réfugiés. Une fusillade a fait 5 morts à Djerba en Tunisie. Un gendarme a ouvert le feu sur des collègues et des fidèles d'une synagogue qui accueillait des pèlerins juifs. Un Français figure parmi les victimes. Nous reviendrons dessus en cours d'édition. Et le président congolais Félix Tshisekedi a critiqué mardi la force régionale déployée par les pays d'Afrique de l'Est dans les régions orientales de la République démocratique du Congo. Il a laissé entendre que son pays pourrait mettre fin à la mission des forces déployées d'ici fin juin. Au Soudan, le conflit a déjà fait plus de 750 morts et 5000 blessés. Au moins 30 000 Soudanais se sont réfugiés au Tchad voisin depuis le début du conflit armé. Au 25e jour de combat dans la capitale Khartoum, l'afflux de réfugiés s'intensifie. Une situation difficile à gérer pour le Tchad. Mathieu Nicolas. 25e jour de combat à Khartoum et dans le reste du Soudan. Et l'exode des civils s'accélère. L'ONU compte à ce jour plus de 700 000 personnes déplacées, soit 2 fois plus qu'il y a une semaine. Parmi les 150 000 qui ont fui le Soudan, environ 30 000 personnes ont déjà franchi la frontière tchadienne. La plupart sont des femmes et des enfants et vivent dans de mauvaises conditions, sans toit, à l'air libre ou sous les arbres, tandis que d'autres dorment dans des abris de fortune près de la frontière. Les équipes d'urgence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont sur le terrain pour accueillir les réfugiés nouvellement arrivés, leur fournir une protection et une aide vitale comme de l'eau potable et des couvertures. Les équipes font leur maximum, mais plus le temps passe et plus le nombre d'arrivées augmente. C'est maintenant qu'on a besoin de cette mobilisation, de ces efforts financiers. Encore une fois, pour pouvoir vraiment faire cette intervention rapide et pouvoir installer convenablement les personnes plus à l'intérieur pour leur protection et pour vraiment avoir une bonne assistance. Une aide financière est donc nécessaire pour continuer d'accueillir les réfugiés. Selon Jérôme Merlin, si la crise au Soudan continue, il est possible que le Tchad accueille jusqu'à 100 000 réfugiés. Les besoins financiers seraient alors énormes, environ 130 millions de dollars. Et en parallèle, les pourparlers de paix au Soudan se tiennent à Djeddah, en Arabie Saoudite, où les généraux rivaux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Adnan Daglo ont envoyé des émissaires pour négocier une trêve. Des discussions qui, pour le moment, visent à établir des corridors sécurisés pour l'aide humanitaire, mais qui ne portent pas sur des aspects politiques. Direction à présent la Tunisie, où une fusillade dans la synagogue de Riba à Djerba a entraîné la mort de 5 personnes, dont un Français. C'est un gendarme qui a ouvert le feu, tuant 2 fidèles et 2 de ses collègues avant d'être abattu. À la suite de l'attaque, l'ambassade de France à Tunis a annoncé avoir ouvert une cellule de crise et mis en place un numéro d'urgence. Mathieu Nicolas. Une célébration religieuse qui tourne au drame. Mardi à Djerba, alors que le plus grand rassemblement juif du continent africain, le pèlerinage juif de la Griba, avait lieu, un homme identifié comme un ex-membre de la garde nationale maritime ouvre le feu. 2 fidèles et 2 gendarmes sont tués sur le coup. Un autre a succombé à ses blessures. Le ministère de l'Intérieur est informé que ce soir, mardi 9 mai 2023, un garde du centre naval de la garde nationale à Djerba a tué son collègue en faisant usage de son arme individuelle et en saisissant des munitions. Il a tenté de rejoindre les environs du temple de la Djerba et a délibérément ouvert le feu sans discernement sur les unités de sécurité stationnées sur place qui ont riposté et l'ont empêché d'atteindre le temple et l'ont tué. 3 autres personnes ont été blessées et évacuées d'urgence vers un hôpital. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que parmi les victimes figuraient un soldat et un franco-tunisien de 42 ans. Paris a condamné cette attaque. Notre ambassade et nos services sont mobilisés
pour apporter leur soutien à la famille de notre compatriote et à nos concitoyens affectés par cette attaque. Nous saluons l'intervention rapide des forces de sécurité tunisiennes et nous tenons aux côtés de la Tunisie pour poursuivre la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de fanatisme. Le pèlerinage de la Griba, qui attire chaque année des milliers de pèlerins juifs, était depuis sous très haute surveillance des autorités tunisiennes. Ce sont ces mesures de sécurité qui ont permis d'éviter le pire, alors que l'assaillant s'était lancé dans une expédition meurtrière. En RDC, le nombre de victimes après les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la province du Sud Kivu ne cesse d'augmenter, avec des cadavres retrouvés parmi les décombres et des blessés succombant à leurs blessures. Les victimes déplorent le retard de l'aide gouvernementale, alors que de nombreuses personnes restent toujours portées disparues. Émeric Torroignon pour les détails. J'ai perdu mon mari. Et maintenant, je suis seule avec mes 5 enfants. Inconsolables, de nombreux habitants du Sud Kivu en RDC, comme cette jeune dame, continuent de pleurer leur mort. Près d'une semaine après les pluies torrentielles qui ont provoqué plus de 400 morts et laissé des centaines de familles sans abri à l'est du pays, des rescapés tentent de se reconstruire. Je ramasse ces bouts de bois et des tôles pour aller construire un abri, mais il faut que je trouve l'endroit où construire. Mais avec les fréquentes intempéries que connaît cette partie du pays, difficile de trouver un endroit où construire sans risque. À Bouchouchou par exemple, la peur de voir le scénario catastrophe se répéter continuellement entre les populations qui demandent à être relogées. Nous n'avons plus l'espoir de vivre ici à Bouchouchou, là où se passe souvent chaque fois des inondations et qui nous coûtent cher et qui nous coûtent la vie de la population. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues. Dans les hôpitaux, des blessés succombent et les secours continuent de sortir des cadavres des décombres et des terres boueuses. Face aux énormes défis humanitaires, les sinistrés appellent à l'aide. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri. Alors, en termes d'humanitaire, nous pouvons demander d'abord que le gouvernement congolais arrive d'abord à résoudre la question d'abord des logements. Selon la Croix-Rouge, plus de 8000 personnes auraient besoin d'assistance humanitaire. Les victimes, elles, déplorent le retard de l'aide gouvernementale, mais dans certaines localités, les autorités du pays ont apporté des couvertures aux sinistrés et des cercueils pour enterrer dignement les morts. Enterrer dignement nos compatriotes, cela signifiait pour le gouvernement trouver des cercueils, trouver tout ce qui était nécessaire pour que cet enterrement soit réalisé avec beaucoup de dignité. Un geste peu suffisant vu l'ampleur des dégâts causés par les inondations et les éboulements. Et restons en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a critiqué mardi la force régionale déployée par les pays d'Afrique de l'Est dans les régions orientales de la République démocratique du Congo. Il a laissé entendre qu'elle pourrait quitter le territoire congolais d'ici juin. Émeric Torroignon. Après le sommet de la SADC en Namibie, le président de la RDC s'est rendu mardi au Botswana pour une visite officielle. Lors de la conférence de presse qui a sanctionné son audience avec le président Mokwensi Masisi, Félix Tshisekedi a critiqué sévèrement la force régionale de l'EAC déployée dans l'est de son pays, qu'il a accusé de cohabiter avec les rebelles du M23. Alors que la mission de base de ces troupes de la communauté économique de l'Afrique de l'Est est de faire respecter le cessez-le-feu et de contraindre le groupe armé à se retirer des territoires sous son contrôle. Nous avons remarqué une cohabitation entre le contingent de l'Afrique de l'Est et les rebelles. C'est un véritable problème au regard de la mission qui a été confiée et qui nous oblige à nous demander quel est l'objectif de cette mission. Face à ce constat, le président de la RDC évoque le départ d'ici juin, date de la fin du mandat de la force est-africaine, déjà prolongé de 3 mois, une première fois. La force composée de milliers de soldats des armées du Kenya, du Burundi, du Sud-Soudan et de l'Ouganda
avait été déployée pour désarmer quelques dizaines de groupes armés actifs dans la province du Nord Kivu, une mission qu'elle peine visiblement à réaliser. Ce n'était pas prévu comme ça. D'ici juin, si nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la RDC avec honneur et les remercier. Félix Tshisekedi se dit également surpris et offusqué du remplacement unilatéral du commandant démissionnaire de la force de l'EAC par le Kenya. Autre détail qui n'est pas du goût du président congolais, les propos de certains chefs d'État des pays contributeurs de troupes qui affirment que leur contingent n'avait pas pour mission de combattre le M23. Au Sénégal, la coalition d'opposition sénégalaise Yewwi Askanoui a lancé un appel à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur Ousmane Sonko, l'un de ses leaders, en raison de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme. Ce risque de le disqualifier en tant que candidat sérieux à la présidentielle de 2024. Mathieu Nicolas. 24 heures après la condamnation à 6 mois de prison avec sursis de Ousmane Sonko, la coalition d'opposition Yewwi Askanoui appelle à la mobilisation le 19 mai prochain. En cause, la menace d'inéligibilité qui pèse sur son leader. Nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation. Pour qu'au-delà de la marche du F24 du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation afin de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. En effet, la peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée lundi en appel pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme pourrait entraîner la radiation des listes électorales du candidat à la présidence. Mardi, la perte automatique des droits électoraux de Ousmane Sonko donnait encore lieu à débat. Sa condamnation a été largement perçue comme scellant son sort. Le leader du PASTEF doit encore être jugé la semaine prochaine pour viol présumé sur une employée d'un salon de beauté de Dakar. Pour Ousmane Sonko, il s'agit d'un complot du président Macky Sall pour l'écarter de la course à la présidentielle. Retour en France, le président français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée son homologue togolais Faure Gnassingbé ce mercredi. Au menu des discussions, la coopération bilatérale et les questions de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. Au pouvoir depuis 2005, Faure Gnassingbé a été reçu à l'Élysée en avril 2021 par Emmanuel Macron après une visite officielle à Paris qui remonte à 2013 sous la présidence de François Hollande. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par Noendong et Ahmed Chigno. Au Nigeria, 15 enfants sont morts noyés et 25 autres portés disparus après le naufrage de leur embarcation mardi sur une rivière dans l'état de Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Ils ont été enterrés dans le village. Des plongeurs continuent à rechercher les corps de 25 autres enfants portés disparus. Les enfants originaires du village de Dongdenji allaient chercher du bois de l'autre côté de la rivière Chagari lorsque leur embarcation surchargée a chaviré, a déclaré le responsable administratif du district de Chagari, Aliou Aboubakar. L'état de Sokoto est une région rurale reculée du Nigeria. Les accidents impliquant les bateaux y sont fréquents. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien et au non-respect des règles de navigation. La police kenyane a exhumé 25 nouveaux corps dans la journée du mardi dans des propriétés appartenant au chef de la secte Paul Mackenzie, portant ainsi le bilan des victimes à 133 morts. La commissaire régionale de la côte Roda Onasha a révélé que 566 personnes étaient portées disparues et que certains membres de l'église étaient enterrés sur le site. L'enquête policière a également révélé que certaines victimes étaient dépourvues de leurs organes, laissant planer des soupçons concernant un possible trafic d'organes humains. Le ministre kenyan de l'Intérieur, Kithure Kindiki, a qualifié la secte meurtrière de Shagaoula de crime hautement organisé, affirmant que les fosses communes étaient trop nombreuses. En France, le parquet de Nanterre a requis ce mercredi
un procès contre Monique Olivier pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Maris en 1990. Depuis la mort de Michel Fourniret en 2021, Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces 3 dossiers. Il revient désormais à la juge d'instruction Samine Kéris de trancher sur la tenue ou non d'un procès. S'il avait lieu, il pourrait se tenir en novembre prochain. Sur le terrain de la guerre en Ukraine, c'est une triste nouvelle pour le monde de la presse. Mardi, le coordinateur vidéo de l'agence France Presse, Armand Soldin, a été mortellement touché sur le front à Tchassiv Yar, dans l'est du pays. Selon Reporters sans frontières, il est le 10e journaliste tué pendant la guerre en Ukraine. Que sait-on de sa mort? Élément de réponse avec Laurent Leleu. Armand Soldin, un journaliste reporter d'images âgé de 32 ans, a été tué près de Bakhmout dans la région de Donetsk en Ukraine. Il travaillait pour l'agence AFP depuis 2015 et s'était porté volontaire pour couvrir le conflit dès l'invasion russe en février 2022. Dès l'annonce de sa mort, Emmanuel Macron a tenu à lui rendre hommage. Alors qu'il était en reportage dans les environs de Tchassiv Yar, une ville régulièrement attaquée par les forces russes, il a été pris sous une salve de roquettes qui l'a mortellement touché alors qu'il tentait de se protéger en se couchant au sol. Ses collègues, eux, ont réussi à s'en sortir indemnes. Sa mort a suscité de nombreuses réactions, rappelant les risques auxquels sont confrontés les journalistes couvrant les conflits. Ce jeune homme de 32 ans risquait sa vie chaque jour au cœur du conflit pour nous informer. Et je veux assurer de notre soutien l'ensemble des journalistes et techniciens qui exercent leur métier dans des circonstances particulièrement difficiles pour nous informer. Cette nouvelle tragédie met en évidence et soulève la question des tirs délibérés visant les professionnels de l'information en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, au moins 10 journalistes ont été tués, selon Reporters sans frontières. La mise en œuvre du programme d'investissement dans les 3 universités d'État nouvellement créées au Cameroun, au centre des préoccupations du ministère de l'Enseignement supérieur. Les membres du comité ad hoc de ce département ministériel se sont réunis mardi pour une première séance de travail présidée par le professeur Jacques-Fam Dongo. Compte rendu de Gaël Jakam, Sarparfen Nogo et Siringi Joy. Il s'agit notamment des universités de Bertoua dans la région de l'Est, des Bolova dans la région du Sud et de Garoua dans la région du Nord Cameroun, créées par décret présidentiel du 5 janvier 2022. Après la phase de maturation et de passation des marchés relatifs parvenus à son terme, il faut passer à la phase pratique, celle de la réalisation et du contrôle de l'exécution des travaux jusqu'à leur livraison, d'où la rencontre tenue ce mardi au ministère de l'Enseignement supérieur avec les différents acteurs du comité ad hoc d'intervention et de suivi du dit projet. Donc on a pu faire le point pour savoir, n'est-ce pas, la périodicité de la durée des travaux ainsi que le début de ceux-ci. Les entreprises peuvent désormais se déployer sur le terrain dans une durée de 12 mois et que vraisemblablement nous aurons les premières infrastructures dans une année. Divisé en 3 phases d'une durée d'1 an chacune, ce projet vise la construction de 185 infrastructures devant accueillir les 24 établissements que comptent ces 3 universités d'État pour un coût global estimé à 254 milliards 930 millions 671 889 francs CFA. Et nous avons levé toutes les difficultés. Monsieur le ministre d'État a pris chacune des difficultés point par point pour savoir comment on va les lever. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les contrats sont passés avec les différentes entreprises, les financements sont bouclés et nous n'attendons que le début effectif, n'est-ce pas, des travaux. L'université de Bertoua pourra accueillir au total 33 500 étudiants répartis sur les sites de Ndombi, Yadia, Belabo, Batouri et Abomban. L'université des Bolova, quant à elle, est dotée d'une capacité de 4000 étudiants répartis sur les sites de Mitikwale, Ambam, San-Mélima et Kribi. L'université de Garoua, pour sa part, est destinée à abriter 30 000 étudiants sur l'unique site de Djoumassi.
Il y a un comité qui est mis sur place pour le suivi de ces travaux dans chacun des sites. Je dois dire que c'est un premier financement qui concerne les 3 universités qui est à hauteur de 25 milliards. Le début des travaux est prévu demain mercredi pour être livré en avril 2024, soit un délai d'exécution de 12 mois. En République centrafricaine, environ 110 000 personnes sont atteintes du VIH sur une population d'environ 5,4 millions d'habitants. L'hôpital communautaire de Bangui, soutenu par Médecins sans frontières, est le seul établissement dédié aux personnes atteintes du sida à un stade avancé disposant de 68 lits et 15 lits en réanimation. Reportage. Pour les malades du sida, c'est l'hôpital de la dernière chance. Environ 110 000 personnes seraient touchées par le virus en Centrafrique sur une population de 5,5 millions d'habitants. Mais le chiffre est sans doute très sous-estimé faute de réel dépistage. Cet hôpital communautaire de Bangui, soutenu par Médecins sans frontières, est le seul du pays à accueillir les malades dits avancés. Il compte 68 lits, plus 15 en réanimation. Notre taux de mortalité, c'est entre 10 et 15%. C'est un des seuls pays où il n'y a pas de service de dépistage gratuit pour le VIH. Donc les patients connaissent leur statut très tard, quand ils sont déjà dans un état avancé de la maladie. En Centrafrique, un dépistage coûte autour de 4 €, alors que selon la Banque mondiale, plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 € par jour. Ici, en revanche, tous les soins sont gratuits pour les patients VIH, des patients qui souvent souffrent aussi de tuberculose. Après des années de séropositivité non détectée, leur système immunitaire est très affaibli. J'étais extrêmement fatigué lorsque je suis arrivé à l'hôpital. Je n'avais ni appétit ni force, mais maintenant, la fatigue commence à disparaître et l'appétit à revenir. Je me sens un peu mieux. Si ce jeune homme n'en est encore qu'au début de son traitement antirétroviral, cette jeune femme, elle, a déjà fait un bon bout de chemin et elle sait ce qu'elle doit à l'hôpital communautaire de Bangui et aux médecins de MSF. Je sais que si je n'avais pas pu venir dans ce centre de MSF, j'aurais pu mourir. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je prends mes médicaments et je peux même continuer mon petit commerce. Une fois sortis de l'hôpital où tous les patients sont mélangés, c'est un autre défi qui attend les malades du sida, cacher leur séropositivité pour ne pas être rejetés. En Centrafrique, les pouvoirs publics ne font rien pour lutter contre cette stigmatisation. Ici, aucune campagne de prévention et de lutte contre le sida ne s'affiche dans la rue. Et avant de nous quitter, ces images du centre Pompidou à Paris, le musée d'art moderne et contemporain parisien va subir des travaux de modernisation et de désamiantage. Il fermera donc ses portes au public durant 5 ans à partir de 2025, comme l'a annoncé ce mercredi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.